It's Warner Brothers and it's Smoke, and I got to get him committed to the insane asylum. Il lit un film dont Clint Eastwood refuse de parler, non pas parce qu'il a été un échec. Il ne l'a pas été. Non pas qu'il ait honte de sa performance. Il n'en avait pas honte. Mais parce qu'il s'est passé quelque chose en coulisses qui a laissé une trace que même lui ne veut pas expliquer. Un projet tourné au sommet de sa gloire naissante. Qu'il prétend aujourd'hui n'existait même pas. Que s'est-il donc passé sur le tournage de ce western oublié de 1970? Et pourquoi, plus de 50 ans plus tard, Eastwood refuse-t-il toujours de le revoir? Avant que Clint Eastwood ne devienne l'une des figures les plus légendaires d'Hollywood, un homme dont le regard suffisait à faire tourner une scène. Il n'était qu'un anonyme parmi tant d'autres, évoluant dans les marges du show business. Et bien avant les costumes impeccables, les 6 coups et les répliques mémorables. Il était Clinton Eastwood Jr., un jeune homme dégingandé qui grandissait pendant les années les plus sombres de la Grande Dépression. Né en 1930 à San Francisco, les jeunes années d'Eastwood furent marquées par l'instabilité économique. Son père, ouvrier métallurgiste, déménageait fréquemment avec sa famille à la recherche d'un emploi. Traînant le jeune Clint d'une ville californienne à l'autre, ce ne furent pas des années fastes. Eastwood grandit grand, calme et résistant, non pas par instinct de star, mais parce qu'il n'avait pas le choix. La survie était primordiale, et ce courage sans faille allait plus tard devenir l'épine dorsale de son personnage à l'écran. Après le lycée, pas de cours de théâtre ni d'audition. Eastwood cumulait alors de nombreux emplois manuels, bûcheron, presse à foin, pompiste, sidérurgiste. Il creusait autrefois des piscines pour joindre les deux bouts. Hollywood n'était pas une voie toute tracée et personne ne l'appelait, mais le destin a une drôle de façon de faire. En 1951, Eastwood fut enrôlé dans l'armée américaine et envoyé à Fort Ord. Il n'y participa pas au combat, mais il y vit une opportunité. Fort Ord était un haut lieu pour les futurs talents hollywoodiens. Acteurs, professeurs d'art dramatique et futurs cinéastes franchirent ses portes. Ed Eastwood, avec son physique remarquable et son calme serein, ne passa pas inaperçu. Après son service militaire, il décrocha un bout d'essai au studio Universal. Ses premières performances furent, de l'avis général, raide et maladroite. Mais son allure, grande, robuste, avec ce regard qui lui donnait l'impression de voir à travers les murs, était indéniable. On lui confia quelques rôles peu mémorables, souvent des cow-boys de second plan ou des figurants muets. Hollywood ne savait pas encore quoi faire de lui. Tout a changé en 1959, lorsqu'il a été choisi pour incarner Rowdy Yates dans le western télévisé Rawhide. Au début, on aurait dit un simple second rôle, mais quelque chose de s'est produit. Semaine après semaine, les téléspectateurs ont continué à suivre Eastwood et ils ne pouvaient le quitter des yeux. Son personnage n'était pas le personnage principal, mais il dégageait une intensité brute qui captait discrètement chaque scène. Soudain, Eastwood était plus qu'un visage dans la foule. Il était une présence. Rawhide a fait de lui une star de la télévision, mais la voie était encore étroite. Eastwood ne voulait plus. Il en avait assez qu'on lui dise comment se tenir, comment parler, comment jouer. Et puis, alors que la plupart des acteurs se contenteraient d'une carrière télévisuelle sans risque, Clint Eastwood a pris un risque qui a changé l'histoire du cinéma. Il a accepté un étrange western à petit budget tourné en Espagne. Le réalisateur parlait à peine anglais. Le salaire était modeste. Le projet semblait risqué, voire insensé. Mais le rôle, celui d'un pistolero silencieux et anonyme au regard meurtrier, était exactement le genre de personnage qu'Eastwood savait pouvoir incarner. Ce film coûtait une poignée de dollars. Ce qui suivit fut une véritable alchimie cinématographique. Pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand complétaient la trilogie dite du dollar. Transformant Clint Eastwood, de cowboy de la télévision, en icône internationale. Il n'était pas seulement une star, il devint le visage d'un western nouveau. Place sombre, place creux, dénué de toute morale. Mais la célébrité s'accompagna de frustration. Malgré sa notoriété grandissante, Eastwood dut encore rendre des comptes aux studios, aux réalisateurs et aux producteurs qui ne comprenaient pas pleinement ce qu'il apportait à l'écran. Il était tiraillé entre deux identités, l'anti-héros stoïque que le monde adorait et l'acteur aspirant à un contrôle créatif. Cette tension allait atteindre son paroxysme dans un projet qu'il tenterait plus tard d'oublier. Et ce projet était Deux mules pour Sœur Sarah. En 1970,
Clint Eastwood était au sommet de sa gloire. La trilogie du dollar avait fait de lui un phénomène mondial, et le public ne se lassait pas de son regard glacial et de sa présence froide et méthodique. C'était l'homme qui parlait à peine, mais qui disait tout d'un tic. Son image était à toute épreuve, et Hollywood commençait enfin à le traiter comme un acteur principal. Alors, quand 2 mules pour Sœur Sarah atterrit sur son bureau, ce fut une victoire à tous points de vue. C'était un western, son gagne-pain. Le film avait une dimension politique, avec une intrigue liée à l'intervention au Mexique. Juste assez de profondeur historique pour le sublimer. Il était réalisé par Don Siegel, un homme respecté par Eastwood et avec qui il collaborerait à de nombreuses reprises. Et sa partenaire à l'affiche, Shirley MacLaine, l'une des actrices les plus respectées et dynamiques d'Hollywood. Sur le papier, le film aurait dû lui convenir parfaitement. Le scénario était étrange, mais prometteur. Eastwood incarne Hogan, un mercenaire américain robuste opérant au sud de la frontière, qui sauve ce qui semble être une religieuse catholique d'une tentative d'agression par des bandits. Mystérieuse, acerbe, elle cache visiblement quelque chose. Ensemble, ces duos improbables parcourent un territoire hostile, esquivant les troupes françaises et les révolutionnaires, le danger étant omniprésent. Le film avait tout d'un succès transversal. My Western, mi-comédie entre potes, avec des touches de romance et d'intrigue politique. L'alchimie entre le stoïcisme intransigeant d'Eastwood et l'énergie fougueuse de MacLaine était censée être le moteur du film. Les studios Universal fondaient de grands espoirs. Eastwood devenait un attrait au box-office et MacLaine apportait une crédibilité critique. Mais dès le début du tournage, quelque chose clochait. Le ton n'était jamais vraiment bon. Était-ce une comédie, une satire, un film de guerre sérieux? Personne ne semblait sûr. Le scénario tentait de jongler entre humour et cruauté, ironie et intensité. Mais il ne tombait pas à plat. Pour Eastwood, qui privilégiait une narration épurée et précise, ainsi qu'un réalisme émotionnel. Le rythme irrégulier et les dialogues décalés du film étaient frustrants. Il tentait de bâtir sa carrière sur l'authenticité et la tension. Mais 2 mules pour Sœur Sarah basait trop sur l'ironie kitsch. En coulisses, la situation s'est aggravée. La relation entre Eastwood et MacLaine, essentielle au succès du film, était tout sauf harmonieuse, et elle allait devenir l'une des relations de travail les plus difficiles de toute la carrière d'Eastwood. Clint Eastwood n'est pas connu pour perdre son sang-froid. Au cours de ses décennies de carrière, il s'est forgé une réputation de calme sous la pression. Le gars qui se montre présent, prend la photo et laisse le suspense aux autres. Mais sur le tournage de Sœur Sarah, même Eastwood n'a pas pu cacher sa frustration. La raison? Shirley MacLaine. MacLaine était une actrice reconnue, audacieuse, franche et profondément engagée dans son art. Elle apportait une énergie débordante à chaque rôle et n'hésitait pas à défier le réalisateur, à réécrire son texte ou à débattre de la manière dont une scène devait être jouée. Cette approche aurait pu fonctionner avec d'autres acteurs. Mais Eastwood était son opposé en tous points. Il était minimaliste, introspectif, instinctif. Il ne répétait pas à voix haute. Il n'analysait pas une scène à mort. Il était simplement le personnage. Calm, Lovey, Motel. Dès le premier recours, leur différence était évidente. Le style affirmé, parfois théâtral, de MacLaine irritait Eastwood, qui la trouvait imprévisible et bouleversante. De son côté, elle aurait trouvé Eastwood trop rigide, trop ancré dans son image, peu enclin à jouer ou à lui offrir les réactions dynamiques qu'elle attendait. Leur énergie hors écran a commencé à se fondre dans leur dynamique à l'écran. Et pas dans le bon sens. Les tensions montèrent rapidement. Ils étaient en désaccord sur le blocage, le ton, les répliques, même le réalisateur Don Siegel, qui deviendrait plus tard l'un des plus proches collaborateurs d'Eastwood, peinait à équilibrer leurs tempéraments opposés. À un moment, Eastwood a discrètement qualifié la production de lamentable. Venant de quelqu'un d'aussi connu pour son silence, cela en disait long. Ce ne sont pas des cris de guerre ni une crise dramatique qui ont gâché l'expérience. C'était une friction constante, un lent conflit entre égos et valeurs artistiques. Chaque scène devenait une négociation. Chaque instant était un travail. Pour Eastwood, qui privilégiait l'efficacité et la simplicité sur le plateau, l'expérience fut épuisante et laissa des traces qu'il ne parviendra jamais à effacer. La maîtrise créative est primordiale pour un cinéaste comme Clint Eastwood. Et si 2 mules pour Sœur Sarah pouvait ressembler à un terrain de jeu créatif sur le papier, le résultat final était tout sauf satisfaisant pour lui.
L'un des plus gros problèmes d'Eastwood résidait dans le ton du film. Il n'arrivait pas à se décider. Était-ce un western cru aux enjeux émotionnels, une allégorie politique sombre ou une comédie légère avec des fusillades mettant en scène un couple étrange? Pour Eastwood, c'était un peu de tout et beaucoup de rien. La confusion des tons a miné toute l'histoire. Puis est arrivé le rebondissement, celui qui était censé donner au film toute sa force. Le personnage de McClane, Sœur Sarah, n'était pas du tout une religieuse. C'était une prostituée se faisant passer pour une sœur pour se protéger pendant le chaos de la guerre. Sur le papier, le film était censé être intelligent, un moment qui dépassait les attentes. Mais Eastwood a détesté ça. À ses yeux, le retournement de situation était forcé, presque caricatural. Il n'approfondissait pas l'histoire. Il la dévalorisait. La révélation ne servait ni les personnages, ni l'histoire émotionnelle. Elle ajoutait simplement une touche d'ironie qui contrastait avec le danger et le sérieux que le film cherchait à véhiculer. C'était le genre de gadget pour lequel Eastwood n'avait guère de tolérance. Même visuellement, le film manquait de pertinence. La photographie manquait de la beauté austère des westerns de Sergio Leone. Le montage était inégal. Aux yeux d'Eastwood, le montage finalement manquait du cran, du réalisme et de la force qui font la force d'un western. Plus que tout, Deux mules pour Sœur Sarah rappelaient à Eastwood ce qu'il détestait, être hors de contrôle. Il ne réalisait pas, il ne façonnait pas l'histoire. Il était encore, à ce moment-là, un mercenaire, lisant le texte de quelqu'un d'autre, suivant son chemin. Et ça se voyait. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, Eastwood n'en avait pas seulement terminé avec le film, il en avait fini avec cette version de lui-même. Il fallait que quelque chose change. Il avait besoin de réaliser. Il avait besoin de s'approprier son œuvre. Et Deux mules pour Sœur Sarah fut le coup de pouce qui le poussa dans cette direction. Dans toute carrière, une ligne sépare le travail que l'on fait de celui que l'on choisit de faire. Pour Clint Eastwood, Deux mules pour Sœur Sarah traçait cette ligne à l'encre épaisse et indélébile. Au début des années 1970, Eastwood avait déjà joué dans certains des westerns les plus emblématiques de l'histoire. Mais en coulisses, il commençait à se lasser de se faire dicter sa conduite et de livrer des performances influencées par la vision des autres. Il avait des idées. Il avait de l'instinct. Et Les Deux mules l'a prouvé sans l'ombre d'un doute. La seule façon d'obtenir le genre de film auquel il croyait était de le réaliser lui-même. L'année suivante, Eastwood passait derrière la caméra pour réaliser Play Misty for Me. Ce fut un tournant radical, né un western, né un film de guerre, mais un thriller psychologique avec une antagoniste féminine et sans héros clairement défini. C'était tendu, calme, dangereux et complètement différent de l'énergie confuse de Two Mules. C'était le jour et la nuit. À partir de là, Eastwood a commencé à élaborer une filmographie plus personnelle, plus précise. Il a réalisé L'Homme des Hautes Plaines, un western sombre et fantomatique qui remettait en question l'idée même du cow-boy héroïque. Il a ensuite réalisé Josie Wales, Le Hors-la Loi, Pile Rider et Impetoyable. Tous des films qui ont plongé au cœur de la frontière américaine, décortiquant la mythologie pour révéler quelque chose de plus sombre et de plus humain. Et il ne s'agissait pas que de westerns. Il babaude à aborder la guerre, Drapeau de nos pères, Romance, Les ponts du comté de Madison, et même des histoires d'héroïsme vécu, Sully, American Sniper. Mais le fil conducteur, c'était lui, son ton, son rythme, son message. Avec le recul, Deux mules pour Sœur Sarah est devenu plus qu'une déception. Ce fut un catalyseur, un moment décisif où Eastwood réalisa qu'il ne pouvait plus rester passager dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il avait besoin de prendre les rênes. Et une fois qu'il l'a prise, il ne l'a plus jamais lâchée. Au fil des décennies, Clint Eastwood a parlé avec franchise de presque toutes les étapes de sa vie et de sa carrière. Il a réfléchi à ses triomphes. Il a admis ses échecs personnels. Il a même plaisanté sur les films qui n'ont pas vraiment marché. Mais quand il s'agit de Deux mules pour Sœur Sarah, il y a une chose qu'il ne fait jamais. Regardez-le. Il n'a jamais revisité le film. Il n'a jamais offert de commentaires approfondis. Il n'en a jamais parlé avec la même tendresse qu'il réserve à d'autres projets de sa jeunesse comme Pain des Léo et Court ou L'inspecteur Harry. Lorsque le film est évoqué lors d'interviews ou de rétrospectives, Eastwood reste silencieux, parfois l'esquivant, parfois même complètement. Pourquoi? Ce n'est pas seulement à cause de la tension sur le plateau avec Shirley MacLaine, même si cela a clairement laissé une cicatrice. Ce n'est pas seulement le ton bâclé ou le retournement de situation qu'il a trouvé ridicule. C'est plus profond que ça.
Deux mules pour Sir Sarah représentent une version de Clint Eastwood aujourd'hui disparue. Une version qui cherchait encore ses marques. Elle était encore bousculée par les producteurs. Elle acceptait encore des rôles qui ne lui ressemblaient pas. Pour Eastwood, voir ce film signifierait revisiter une époque où il n'avait pas le contrôle. Une époque où il se sentait enfermé, mal représenté et sans voix. C'est même chose qu'il a passé le reste de sa carrière à éviter. Et c'est peut-être pour cela qu'il le laisse enfoui. Contrairement à ses autres westerns, souvent cités, restaurés et célébrés, Les Deux Mules brillent par son absence des rétrospectives, des hommages au prix et des projections anniversaires. C'est le chapitre le plus discret. La note de bas de page gênante. Un film réalisé par un acteur qui n'était pas encore devenu une loutre et qui refuse de regarder en arrière. Clint Eastwood a bâti l'une des carrières les plus légendaires de l'histoire d'Hollywood. Non seulement à cause des rôles qu'il a acceptés, mais aussi à cause de ceux qu'il a laissés derrière lui. Et Deux Mules pour Sir Sarah est devenu le film qui a marqué la fin de sa soumission et le début de son autorité. Après cette expérience, Eastwood n'a plus signé sur simple appel d'un studio. Il est devenu délibéré, intentional. Il a choisi des projets en accord avec son identité évolutive de cinéaste et de conteur. Des rôles importants, des histoires muettes, des personnages qui s'expriment par l'action, sans explication. Il ne suivait pas les tendances. Il les créait et en chemin. Il a prouvé quelque chose de rare. L'évolution artistique exige parfois le rejet. Pas des autres, mais de votre ancien moi. La version qui est restée silencieuse a joué le jeu, a accepté le poste et a espéré que ça marcherait. Deux Mules pour Sir Sarah n'était pas un désastre. Il a rapporté de l'argent. Il a eu de grands noms. Pour certains, c'est même un classique nostalgique. Mais pour Eastwood, cela représentait tout ce qu'il ne voulait plus jamais être. Un homme sans voix sur la manière dont son histoire était racontée. Et c'est peut-être pour cela qu'il n'y revient pas. Car pour lui, ce n'était pas seulement un film. C'était un avertissement. Dans la vaste bibliothèque de Clint Eastwood, des classiques de la gâchette au drame primé. Deux Mules pour Sir Sarah est unique. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il ne correspond plus à l'image de l'homme qu'Eastwood est devenu. C'est le fantôme d'un rôle qui ne lui appartenait pas. Une performance qui ne reflétait pas son instinct. Une collaboration qui l'a entraîné dans des directions qu'il n'aurait jamais voulu emprunter. Et elle est devenue le rappel silencieux que le contrôle, le véritable contrôle créatif, ne se donne pas, il se prend. Alors, quand Clint Eastwood refuse de revoir ce film de 1970, ce n'est pas par honte, c'est parce qu'il a déjà tout vu. Une fois, c'était suffisant. Le reste de sa carrière, les Oscars, les chefs-d'œuvre, la légende, s'est construit en s'éloignant de cette version de lui-même. Et c'est peut-être là la véritable histoire. Ce n'est pas la raison pour laquelle il refuse de regarder. Mais pourquoi n'a-t-il jamais eu à le faire?